Je me disais, mais c'est vraiment... Enfin, on gagne de l'argent en écrivant des histoires. Enfin, je pense que je me suis dit ça de manière tout à fait prosaïque. Comme j'ai toujours eu le rêve de pas travailler, je réalisais pas à quel point c'était un travail. Quand on est petit et qu'on lit une histoire incroyable et qu'on voit qu'un adulte est derrière cette histoire, moi je me disais, mais je veux faire ça. Je veux écrire des histoires. Ou je savais pas qu'éditeur ça existait. Après, dans le temps, j'ai bien compris qu'être auteur, c'était un immense travail. Mais quand on est enfant, c'est du domaine du rêve. Quand on rencontre quelqu'un qui a écrit une histoire capable de vous faire lire et relire, et vous emporter, et de vous parler directement, enfin, ça m'avait fascinée. Machinalement, mon crayon, je mâchonne quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre une personne qui n'est pas écrivaine, mais qui est peut-être mieux placée encore pour nous parler de ce métier. Elle s'appelle Marie-Eugène, elle est éditrice et elle a récemment pris la direction du domaine fiction française chez HarperCollins, une maison de 200 ans, d'envergure internationale, mais qui fait ses premiers pas en France, notamment à travers la collection que Marie-Eugène a fondée sous le titre Traversée, au singulier. C'est une grande traversée d'ailleurs qu'on va faire aujourd'hui avec elle. Elle va nous raconter tout son parcours, retracer l'itinéraire de ses goûts littéraires, de lectrice puis d'éditrice, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez autour de l'écriture, à savoir, à quoi ressemble un livre avant d'être un livre ? Comment arrive-t-il entre les mains du bon éditeur ? Et comment l'éditeur choisit-il celles ou ceux qu'il décidera d'accompagner, de porter, le temps d'une rentrée ou plusieurs dizaines, voire centaines d'années ? Qui sont ces artisans de l'ombre qui fabriquent, ligne après ligne, une postérité ? À l'école Les Mots, Marie-Eugène est particulièrement appréciée et convoitée. D'abord parce qu'elle fait partie des éditeurs modernes, attentifs aux nouvelles pratiques d'écriture. Ensuite, parce qu'elle est toujours à la recherche de jeunes romanciers et parce qu'en ce sens, elle accorde une attention toute particulière aux manuscrits des aspirants écrivains passés par les murs de l'école. D'ailleurs, elle fait partie depuis l'été 2020 des éditeurs partenaires de l'école Les Mots qui reçoivent régulièrement des manuscrits sélectionnés par un comité de lecteurs professionnels. Enfin, et là je vous fais une confidence, parce que Marie est une amie très chère, que je connais depuis longtemps. On s'est rencontrés pendant notre premier stage dans l'édition. À l'époque, on avait 20 ans. On collait des timbres toute la journée sur des enveloppes, en rêvant de fonder une maison d'édition, une émission type Ardisson ou un journal. Entre-temps, on a chacune suivi nos routes, mais on est restés très liés. Marie a fait ses armes dans d'autres maisons, et de mon côté, j'ai rencontré de nombreuses écrivaines et écrivains qui pour certains me parlaient de Marie et me disaient combien ils se sentaient chanceux d'être accompagnés par elle. L'un d'entre eux m'a un jour dit qu'il avait l'impression d'avoir accouché de son œuvre grâce à elle. Un autre, très expérimenté, m'a expliqué qu'elle avait le feu et que c'était la marque des grands éditeurs. Cette année, Marie a donc fondé sa collection et elle n'a rien perdu ni de son feu ni de son émerveillement. Assez parlé, écoutons Marie-Eugène que je suis venue interroger chez elle, non seulement en plein confinement, mais aussi à un moment très singulier de sa vie personnelle et professionnelle. Oui, parce que ça tombe à un moment très particulier qui est celui de ce qu'on vit tous depuis mars maintenant, qui demande de beaucoup s'adapter et tout le monde est un peu à la fois en difficulté et en même temps très dynamique avec beaucoup de réflexions de groupe, collégiales, etc. pour trouver des solutions pour toujours bien accompagner les auteurs et les livres. J'ai lancé la collection Traversée et mes premiers titres en HarperCollins Noir aussi, donc j'ai construit un catalogue de fiction française et que j'ai lancé à partir de janvier 2020, à partir de cette année. Donc ça va faire 1 an. Et je suis actuellement, depuis quelques jours à peine, en congé maternité pour accueillir mon premier enfant à la fin de l'année. Et donc c'est un moment particulier à la fois pour la collection, les auteurs que je suis, pour moi, et puis à titre personnel, oui, c'est aussi
nouvelle année qui s'annonce, une nouvelle vie qui s'annonce. Au moment où Marie me parle, sur ce fond sonore très parisien de l'un des boulevards les plus vivants, c'est-à-dire bruyants du 18e arrondissement, j'observe les manuscrits et les carnets qui recouvrent la table à manger. C'est devenu un peu mon bureau, mais j'essaie de garder que 4 carreaux, comme tu peux le voir, en me disant qu'il faut pas que ça prenne trop d'espace. Et donc il y a des livres que je souhaite lire pour prospecter, il y a un manuscrit que je dois éditer d'une autrice que je viens de signer, et carnet, tâche à faire que j'écris tellement mal que je ne sais plus ce que c'est, j'arrive pas à relire. Et voilà, stylo, téléphone, classico, des roses. J'avoue, il manque plus que le plaid pour parfaire le tableau. Autour de nous, les murs sont tapissés de livres et de vinyles que Marie adore garder tout près d'elle. Je sais qu'elle a l'œil qui frise quand elle en parle, et je me demande quels premiers souvenirs d'enfant ont pu éveiller chez elle un tel régal. Tout premier, en fait, ils sont pas liés à la lecture, et c'est important que je le souligne, ils sont liés à l'écoute de textes. Et c'est lié à ma grand-mère paternelle qui m'a offert beaucoup de livres. Et ça a commencé par des grands livres, contes de Grimm, Perrault, Andersen avec cassette. Même je me souviens de Bibliothèque Rose, genre les Oui-Oui, etc. Hein, j'en suis pas fière, mais voilà, il y avait un peu tout ça. Et disons qu'il n'y avait pas Proust sonore à la maison, quoi. Ça restait une littérature assez populaire. Et j'avais aussi, je me souviens d'un texte lu par Renaud qui s'appelait La petite vague qui avait le mal de mer, que j'écoutais énormément. Toujours des textes très gais. Que c'était les Grimm, Perrault à l'ancienne, les vrais, c'est-à-dire vraiment, surtout les Grimm hyper sombres, hyper noirs. Et voilà, ça a commencé par un apprentissage hors lecture en fait, mais avec l'objet livre, avec une clochette qui indiquait le moment où il faut tourner la page, etc. Enfin, je me souviens de matinées entières à passer comme ça avec ces livres-là. Et en fait, moi, je lisais ça dans mon lit le matin, je pense, le temps que mes parents s'occupent de la maison ou... Ils travaillaient dans ils avaient un resto, donc ils travaillaient beaucoup. Donc ça te permettait de t'occuper toute seule quand parce que tes parents s'occupaient d'un resto. Ils avaient un restaurant en Loire-Atlantique, à Saint-Michel-Chef-Chef très exactement, où sont fabriquées les galettes. Donc pour m'occuper en grande partie, enfin après il y avait la plage, etc. évidemment, mais pas toute seule, quoi. Il y avait les livres sonores. Et franchement, je sais pas, je recommande quand même, parce que je suis peut-être allée un peu seule aussi grâce à ça. C'est-à-dire que mes parents ont dû me lire des histoires, mais on se souvient jamais vraiment bien, si on est très honnête. Je me souviens pas de ma mère dans un rocking chair me lisant une histoire tous les soirs, et je suis sûre qu'elle l'a fait. Hein, mais c'est important aussi cette partie seule, quoi, avec les livres. Après, un peu plus tard, donc, je sais lire et tout. Alors, si je dois retenir une collection... Et là, je parle déjà de collection. C'était la collection Cascade chez Rajo, en primaire. Et notamment grâce à un livre qui s'appelait Le journal secret de Marine de Sandrine Pernuche. Je les voulais tous. Je pense que ça rejoignait des petits questionnements pré-ados. Et j'étais pas en recherche de livres pour adultes, hein, d'ailleurs. Je lisais vraiment des romans de ma génération. Et Sandrine Pernuche, parce qu'elle est venue à notre rencontre en primaire quand j'étais à la toute fin de Saint-Michel, chef, je crois. Et je me souviens que je me disais, mais c'est un métier, sérieusement ? Enfin, cette personne dont j'ai lu, parce que tu sais qu'il y a le principe de répétition qui dure longtemps quand on est enfant. Ou... J'ai lu je sais pas combien de fois ce livre. Et je me disais, derrière Marine, derrière tous ces personnages, derrière sa grande sœur, parce qu'il y avait une histoire de grande sœur, etc. Il y a cette femme qui devait avoir l'âge de ma mère, je pense, à l'époque. À cette même époque, Marie se met à jouer les petites éditrices en herbe dans l'arrière-salle du restaurant de ses parents, en créant son propre magazine familial. Je recopiais des contes ou des histoires dans ce magazine. Il y avait des jeux, il y avait des dessins, des mots cachés, des jeux des cette différence, etc. Enfin, voilà. Donc j'avais envie quand même de créer des petits supports écrits. Et il y a une rencontre hyper importante à ce moment-là aussi. Donc ma grand-mère meurt à peu près, là je devais avoir 10-11 ans. Et dans la foulée, on va rencontrer un de ses amis de jeunesse qui s'appelle Louska Fishkin, qui est donc d'origine russe. Je me souviens, c'était 4 places ou Cité des Oiseaux, quelque chose comme ça à Reims. On va le voir avec mon père et ma mère. Et je découvre qu'il est lecteur pour Olivier Orban pour Plomb. Alors, je sais pas, c'est flou aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'il lisait exactement, pour quel catalogue. Puis à l'époque, je me posais, c'est impossible de comprendre ce qu'il faisait exactement. Mais en tout cas, il m'avait dit, moi je lis des manuscrits, je lis des textes, mon boulot c'est ça. Et là, il m'avait offert le petit Nicolas. Et donc je me suis dit, ok, donc alors lui c'est encore mieux que tout. Il est même pas, il est pas auteur, c'est encore autre chose, mais il est payé pour lire. Et là commencent les gros fantasmes qui sont vite calmés quand on comprend ce que c'est de lire des manuscrits à outrance et tout.
Mais en tout cas, voilà, Louska Fishkin. Enfin, qui m'a montré qu'il y avait un univers derrière les livres, quoi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je voulais vraiment pas travailler, mais c'est un truc qui est revenu au lycée ensuite et tout. Mais comme je voyais quand même beaucoup de travail autour de moi, intense, c'était vraiment à la sueur de leur front, c'était leur affaire, etc. Peut-être que je me disais, moi j'aimais bien le calme, lire comme ça, s'isoler, même avec des cassettes, c'est une bonne façon d'être jamais dérangé, hein, quand même. C'est très solitaire. Et le restaurant, pas du tout. Les années qui suivent, Marie précise son goût littéraire, en partie grâce à son père, qui aime les livres, et à quelques professeurs, mais surtout à une inclination toute personnelle, que je lui connais bien, vers les personnages marginaux, les livres qui flirtent avec le fantastique et l'étrange. J'ai découvert Steinbeck au lycée, ça m'a énormément plu. C'est resté une blague entre mon père et moi. Le personnage de Lenny, c'est un personnage qu'on convoque souvent, qui nous fait marrer. Un personnage envahissant qui tue les gens tellement il les aime. Et donc ça nous fait rire souvent de parler de Lenny, de des souris et des hommes. Donc il y a ça. Et puis après, super professeur de français au lycée, incroyable, qui est un professeur agrégé de lettres. Et là, j'ai découvert grâce à lui Agatha Christophe, la trilogie du Grand Cahier. Dingue. Je crois que ça a appuyé mon goût pour un peu le sordide et les histoires de famille malaisantes, etc. Et Annie Ernaux. Alors là, c'est aussi grâce à ce prof. Il nous a fait lire Je ne suis pas sortie de ma nuit et La Place, je crois. Et ça a continué à m'entraîner vers la lecture. Je suis pas du tout là dans un questionnement sur la littérature au sens noble du terme, etc. Mais vraiment, ce que je vois, c'est ce que ça apporte d'un point de vue personnel et ce que ça m'a apporté et ce que j'ai l'impression que ça peut apporter autour de moi. C'est que c'est vraiment des vrais compagnons. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que ça répondait à des questions toujours, que je me sentais moins seule, moins bizarre dans des moments où on se sent bizarre et pas dans la norme. Et en plus, quand on est enfant, puis ado, il y a la question de la norme, elle est toujours remise sur le tapis. Moi, je me posais tout le temps cette question. Enfant, je voulais être très normale, très 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 normale. Ça me perturbait si tout n'était pas normal. Je pourrais pas te définir ce qui était normal, mais... Et je me disais, il y a que grâce au livre que je peux trouver la folie que j'ai envie de trouver. Et pas dans la vie, j'ai pas envie d'accomplir des trucs fous parce que tout simplement j'étais une énorme couarde hypocondriaque, un peu flippée de tout. Et je me disais, toute la folie, moi je vais la trouver comme ça, en lisant des textes. Cette folie, elle se traduit aussi chez Marie par des passions parfois surprenantes, pour des genres littéraires plus pointus et inattendus. Il y a quelques années, j'ai découvert le Hiroguro en lisant des mangas japonais, le Hiroguro qui est on va dire, érotique, macabre un peu. Et j'ai découvert ça après un voyage au Japon, aussi grâce à mon entourage, en discutant, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, est-ce que aujourd'hui, tu penses que ça imprègne tout ce que tu viens de nous décrire? Bien sûr. Ça imprègne tes goûts, tes réactions en tant que lectrice? En tout cas, oui, ça imprègne dans mes choix et mes émotions. En tout cas, quand je reçois un manuscrit, pourquoi à un moment donné, je tilte en dehors du fait que je puisse me dire « Ah, mais ce titre, il a un potentiel commercial en dehors de moi, etc. » Parce que je peux pas éviter cette question, sinon je serais quasi en faute. Moi, j'aurais l'impression de pas faire mon métier complètement. Mais qu'est-ce qui me détermine? Ça va être, relié aux premiers émois de lecture. Quand je tombe sur un texte, quand je trouve un texte, quand je le lis, j'essaie de me dire, est-ce que j'approche de cet état d'éblouissement qu'on peut avoir quand on découvre une passion pour un texte? Alors restons encore un peu sur les premières émotions et les années d'initiation. À 20 ans, Marie arrive à Paris et hésite entre l'édition et un autre rêve. J'étais beaucoup portée sur la presse écrite au début. Et puis, dès que je suis arrivée à Paris, en fait, vraiment, globalement, j'ai fait des rencontres folles. Mais des rencontres, des personnes qui m'ont marquée à vie. D'abord, Emmanuelle Alt, qui maintenant dirige Vogue. Et je babysittais, en fait, ses enfants. Et elle m'a ouvert la voie, pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup hésité. Alors, j'ai fait un stage chez Vogue très tôt quand je suis arrivée à Paris. Mais j'osais pas dire que je voulais être Carrie Bradshaw. Donc je triais des vêtements et des stylos et des stabilos. Et puis quelques années après l'arrivée à Paris, vers 21 ou 22 ans, j'ai fait mon premier stage dans l'édition où je t'ai rencontré. Et c'était chez Plomb Perrin, puisqu'ils fonctionnaient ensemble, au 76 rue Bonaparte. Et là, honnêtement, arrête-moi si j'exagère, je ne vois pas ce qui a pu me donner entièrement envie de continuer, puisque c'était... on faisait rien. C'était génial, j'en garde un souvenir, mais magnifique. C'est ça qui est fou, c'est que ça...
Vraiment, ça a finalisé mon envie. Je me suis dit, moi je veux travailler dans l'édition. Pourquoi? C'est-à-dire que je n'ai fait que faire des envois, ranger des stocks de livres, bon, ok, faire un inventaire chaque semaine, mais aller au 76 rue Bonaparte, dans ce vieil hôtel particulier, voir les éditeurs type Anthony Rollet, passer dans les couloirs et tout. Je me disais, non mais je suis dans un film, c'est génial. Non mais vraiment, c'est que du romantisme là, il n'y a rien de concret. En fait, j'avais l'impression que c'était une continuité permanente d'apprentissage de nouveaux sujets. J'avais toujours l'impression d'être en lacune permanente. Il fallait que j'apprenne toujours plus de choses et tout. Je me disais, l'édition, c'est parfait pour ça. Ça peut être érudit, très léger, il n'y a pas un esprit de sérieux forcément. On est au service d'autres personnes. En fait, j'aimais bien aussi l'idée d'être au service de quelqu'un. Ça m'avait toujours fasciné, les impresarios, les agents. Et je me disais, mais c'est super d'être un peu le soutien d'un créateur, celui qui est dans l'ombre, quoi. Puis après, j'ai pas lâché. L'année d'après, Marie termine son DESS d'édition et se laisse guider par son intuition en cherchant à rencontrer celui qui deviendra son mentor, le grand éditeur Jean-Marc Roberts, décédé en 2013. À l'époque, il dirige les éditions Stock. Pour Marie, cette rencontre est une révélation. Non mais là, en fait, tout était fou de A à Z. Et je n'ai rien à jeter de ces années-là. C'est vraiment la meilleure maison qui soit pour démarrer. Enfin, j'étais très heureuse. C'est comme si j'avais trouvé une famille dans cette ville qui n'était pas la mienne. C'était une toute petite équipe, on devait être, 18-20 max, et des parcours vraiment différents, pas des histoires de pédigré, de t'as fait quoi comme école, comme prépa, etc. Tu viens d'où? Pas du tout. La maison explosait. Il y a eu la sortie de la biographie de Simone Veil dans la foulée, il y a eu Jean-Louis Fournier, Où on va papa, prix Femina derrière. Quand tu dis qu'elle explosait, c'est vraiment dans le bon sens. C'était énorme. C'était les années les plus folles, en fait, de Stock. Énorme. Et moi, j'ai cru, comme j'étais encore bien naïve à ce moment-là, et pleine de fantasmes et de romantisme, j'ai dû penser, j'en suis sûre, que c'était comme ça tout le temps dans une maison. Non. Je le confirme, non. Enfin, et puis voilà, ça change, puis c'est plus les mêmes chiffres, quand il y a des succès, c'est plus du tout pareil. Mais moi, je suis arrivée dans une maison où on était, en tant qu'assistante d'édition, parce que j'étais assistante d'édition, où on était lâchés complètement avec les auteurs, c'est-à-dire que Jean-Marc répartissait sur un programme sur l'année les auteurs selon les éditrices, donc mes assistantes d'édition quand même, et on travaillait de A à Z sur le texte. Comme des éditrices. Bah ouais. J'ai appris en fait à travailler les textes chez Stock. Et puis pour revenir sur la rencontre avec Jean-Marc, j'oublierai jamais la manière dont j'ai été accueillie dans cette maison. Je dis Jean-Marc, mais c'est la maison en général. Il m'a fait confiance, j'étais jeune, et j'ai suivi des projets toute seule, enfin c'était fou. C'était stressant au début d'entrer dans son grand bureau, avec ses 2001 de lecture, sa clope, etc. Mais en fait, rapidement, moi j'ai été ébahie par cet homme. Et qu'est-ce que tu as appris comme éditrice à son contact? Qu'est-ce que tu as retenu de lui? Retenu les auteurs en priorité. C'est-à-dire réfléchir toujours à la manière d'accompagner au mieux l'auteur. Considérer que le travail qu'il a fourni doit être porté tout le temps, vraiment. Et défendu bec et ongle, vraiment. Et je suis sûre que je le fais pas assez. Je me dis toujours que c'est jamais assez. Je me dis aussi que le collectif sert à ça, c'est que tout le monde doit y aller, mais ça veut dire aussi donner envie dans la maison. Et en fait, je retiendrai de Jean-Marc que de transmettre de l'énergie. Et Jean-Marc, en fait, il en transmettait énormément. Rien ne semblait complexe à son abord. Donc voilà, ce que je retiens de Jean-Marc, c'est arriver à 8h le matin et se mettre à travailler. Gros bosseur. Il n'y a pas de secret. En fait, j'ai pas vu quelqu'un qui partait déjeuner 5 heures d'affilée et qui revenait la chemise tachée et ivre, comme ça peut arriver. C'était un immense bosseur. Mais de lui, j'ai retenu ça, genre fantaisie, gaieté permanente. Apportant une espèce de... Non mais Jean-Marc, je l'ai pas connu à toutes les époques, donc il était très angoissé quand même, Puis il gère un immense catalogue, enfin, c'est énorme de gérer une maison. Mais toujours dans une forme d'humour, accueillant ses auteurs, défendant ses équipes. Ça, c'est un truc très fort. Et en fait, je suis sûre que je me leurre, parce qu'en fait, j'étais une des plus jeunes.
et qu'il a dû beaucoup. Maintenant, avec le temps, je me dis que j'ai été beaucoup épargnée, j'étais pas sur le front, en fait, la ligne de front. Donc en fait, j'ai vu que les très bons côtés. Je travaillais énormément, par contre, sur le texte, j'étais tout le temps, je bossais, mais franchement, c'est mes plus gros volumes horaires, c'est cette époque-là. Je travaillais même le week-end, le soir, enfin, j'étais comme une dingue parce que je voulais tellement rester. En fait, j'avais l'impression d'appartenir à un clan, enfin, c'était un peu de la folie. Hein. J'aimais bien son sens aussi alors on pourrait dire de la manœuvre ou de l'intrigue, mais en tout cas, il était toujours un peu... J'avais l'impression de voir un détective privé à l'ancienne, toujours un peu... il aimait bien les secrets. Nous, on était toujours en train de garder des secrets, puis en fait, on se rendait compte qu'en fait, il en parlait. Donc moi, je tenais des secrets, parce que je me disais, waouh, je suis détentrice quand même d'un lourd mystère et tout, mais non, mais en fait pas du tout. Enfin, il aimait bien créer ce genre d'atmosphère. Et il était connu aussi pour avoir une attention au manuscrit. Ah oui, bah, c'est ce qu'il préférait. Lui, il avait vraiment cette passion de découvrir, d'ouvrir les enveloppes en fait de manuscrits. Alors, il n'avait pas d'ordinateur, donc lui, il n'avait pas de PDF dans sa boîte, et il avait ce truc d'ouvrir, de décacheter les enveloppes. Et je me souviens que quand il me donnait un manuscrit, parfois il me disait, bon, t'as le temps, hein, je te donne ce manuscrit, t'as vraiment le temps. Et je sais pas, il était 10h du matin. Et à 17h, il me disait, c'est bon, tu l'as lu? Et j'étais là, non. Donc en fait, j'ai compris très vite que c'était dans la journée et que ça, voilà, on discutait pas. Enfin, Jean-Marc, il lisait en 24-48 heures même. Enfin, c'était fou. Alors, je ne sais pas quelle était sa méthode de lecture. Évidemment qu'il devait pas être là à pointer chaque mot, mais il prenait une vision d'ensemble. Je ne sais pas comment il lisait en fait. Mais il lisait très vite. Et ça, moi, j'ai lâché un peu cet apprentissage de Jean-Marc. Il n'était pas dans l'apprentissage d'ailleurs ou la transmission. Moi, je me suis inspirée de lui et tout le monde a dû s'inspirer un peu de lui, mais il a jamais été dogmatique ou paternaliste. Jamais. Et ça aussi, c'est quand même, ça fait partie de l'admiration que j'ai pour lui, c'est que j'ai jamais senti qu'avec moi, il jouait au papa, en gros. Après cette grande rencontre, Marie a poursuivi sa route aux éditions Fleuve comme éditrice de littérature française et de polar. Un genre nouveau pour elle qui lui a fait rebattre les cartes dans sa vision du métier. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à des textes de polar, je ne vais pas te mentir, j'étais effarée. En termes de structure, j'étais bien bluffée parce que c'était très ingénieux, mais en termes d'écriture, je me disais, mais je suis tentée de tout réécrire parfois. Mais c'est une connerie absolue. Vouloir faire ça, c'est casser tout ce qui fait le plaisir du divertissement, le plaisir de lecture, parfois dans un polar ou un thriller. Parfois, on a envie de clichés. Parfois, un dialogue semble de trop. En plus, moi, j'ai été... éduqué à la Jean-Marc qui supportait pas les scènes dialoguées. Je pense parce que lui-même avait travaillé aussi dans le cinéma, il était scénariste, etc. Et je pense que si c'était pas au cordeau fait par un génie du dialogue, ça l'intéressait pas. Mais sauf que, par exemple dans le thriller, mais évidemment qu'il y a des dialogues, on peut pas tout écrire en récit, c'est imbitable sinon. Et en fait j'ai appris à beaucoup me détendre là-dessus, et ça a été une révélation. Ça m'a beaucoup apporté, et j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour les auteurs de thriller notamment, parce que c'est tout un art. Le regard nouveau de Marie sur le thriller l'amène à pouvoir travailler aussi bien avec des maîtres du genre, comme Franck Tillier, qu'avec des plumes nouvelles, comme l'autrice de polar féministe Louise May, qu'elle a découverte. Mais au-delà de la recherche d'auteur et du travail sur le texte, être éditrice, c'est aussi accompagner bien après la publication. À ce moment-là de sa carrière, Marie le comprend et apprend tous les ressorts de son métier. Ils sont nombreux. Chez Fleuve, j'ai plus appris du côté de la commercialisation du livre. Et j'ai appris à penser mon projet au long cours, à penser à l'enrichissement d'une année autour d'un livre, donc quel salon, quel festival, et les bourses d'écriture, quelle presse, on tire quel fil pour vendre ce livre. Parce que moi, je le lis de telle manière et je l'aime pour telle raison, mais comment je vais réussir à opérer une sorte d'eureka ou de tilt ou d'enthousiasme dans la tête déjà des prescripteurs puis des lecteurs. Admettons, moi le côté sordide là, c'est ce qui me plaît. Non, tu ne vas pas tirer ce fil, tu vas tirer le fil de l'intrigue ou de l'enjeu très contemporain. Penser le texte, et j'ai appris aussi à la prise de parole chez Fleuve. Et là c'est des moments où on donne l'énergie autour des projets. Et puis aujourd'hui c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais sans... Auprès des représentants, c'est tout, c'est représentants, c'est auprès de l'équipe, défendre ses textes avant, c'est aller en librairie. J'ai commencé à aller un peu mouiller la chemise, comme on dit, et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément. Est-ce que tu pourrais dire que finalement, fonder une collection chez Harper, ça réunit tout ce que tu as décrit là, c'est-à-dire vraiment
Oui, alors là, c'est vraiment, effectivement, tu l'as bien dit, ça synthétise un peu tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. Donc j'ai rejoint la maison il y a maintenant, ça va faire 2 ans, fin janvier 2021. J'ai suivi Sabrina Arab, qui était arrivée chez HarperCollins 3 ans avant moi. En tout cas, HarperCollins a décidé de se lancer en tant que maison généraliste avec une trentaine, quarantaine de titres par an à ce moment-là, quand elle est arrivée. La mission de Marie est un vrai challenge, développée au sein de ce gigantesque groupe qu'est HarperCollins, déjà présent dans 17 autres pays, la fiction française à partir d'une page blanche. Tout 2019, je l'ai occupé à chercher des auteurs, à la fois en littérature générale et en noir. L'axe de développement premier, c'était de développer HarperCollins Traversée, qui est devenue cette collection dont je m'occupe, qui est une collection de littérature générale française. Donc les premiers titres ont paru le 8 janvier 2020. C'était Préférer l'hiver d'Aurélie Janin et La science de l'esquive de Nicolas Malesky. L'envie dès le départ, c'était de ne pas dépasser un certain nombre de titres annuels. Il faudrait ne pas dépasser 8 à 10 titres par an. Parce qu'on est bien conscient qu'on est un acteur de plus sur le marché et qu'on n'accompagne jamais aussi bien les auteurs qu'en leur accordant du temps et un vrai moment. La collection Traversée est définie de façon officielle comme jetant un pont littéraire entre la France et les États-Unis. Ce que je comprends en écoutant la traversée littéraire de Marie depuis tout à l'heure, c'est que cette collection jette aussi un pont entre HarperCollins et tout ce que Marie a toujours aimé en littérature. Dans le désordre, ça donne d'être à la fois en recherche de textes divertissants, romanesques, parce qu'en France, il y a toujours un peu cette dichotomie compliquée. Est-ce qu'on peut être romanesque et vraiment être dans une recherche de littérarité, cet éternel débat. Et puis surtout, ascendance anglo-saxonne d'HarperCollins, donc moi je respecte ça aussi et ça m'amuse, c'est ma contrainte. Je me dis, je veux que mes textes, ils procurent ce que j'ai pu avoir parfois avec des romans américains. C'est-à-dire qu'il y a tout dans un roman américain réussi. Il y a la dramaturgie, il y a l'écriture, il y a un sujet fort, un enjeu sociétal. J'essaie toujours d'avoir ça en tête, que ça fasse écho à des questions contemporaines et tout. Mais j'avais commencé à le faire, ça, grâce au polar notamment. Parce qu'on sait que dans le polar, le thriller, on peut dire des choses qu'on ne dit pas dans un roman de littérature générale. Et ça parle du monde, ça parle très bien du monde dans lequel on vit. Donc, chez Harper, on m'a demandé effectivement d'allier tout ce que j'avais appris quelque part. On ne me l'a pas demandé comme ça, mais c'est ce que je retiens. Pour créer un catalogue qui soit à la fois exigeant, avec des auteurs. J'essaie de suivre des auteurs qui vont publier au long cours, pas des auteurs d'un texte. Et tout en ayant quand même à l'esprit qu'on est en train de se développer. Donc les 7 auteurs et autrices que tu as publiés chez Harper jusqu'à maintenant, il y en a certains que tu as reçus, d'autres que tu es allé chercher. Ah oui, c'est très variable. Il y a à la fois Nicolas Malesky, c'est un auteur que j'avais rencontré au moment de Fleuve, que j'ai publié chez Fleuve en 2017, et c'est un auteur qui m'a suivi dans mon changement de maison, donc ça c'est très gratifiant, et puis c'est un auteur que j'ai envie d'accompagner le plus longtemps possible, donc ça c'est une émotion, déjà un auteur qui vous suit pour continuer une aventure éditoriale. Aurélie Janin, c'est une autrice que j'ai rencontrée grâce à l'agence Librinova, qui l'a représentée en tant qu'agent d'ouvrage. Et en fait, j'ai eu un immense enthousiasme sur ce texte. C'est une autrice à part entière. Et là, je vais publier son prochain en 2021. Ensuite, il y a Louise Broez. J'ai reçu le manuscrit par un ami qui m'a dit, voilà, regarde, jette un œil, etc. Elle a subjugué. Dès la première ligne ? Ah oui, vraiment, dès sa page d'exergue. Non mais ça va assez vite. Et l'autre texte, ça a été Gringe. Là, c'est encore un autre cas de figure. Wagram développait, Wagram livre. Et grâce à cette rencontre de Pélagie Nicolas et Arnaud Le Guilcher, donc qui développait cette branche livre dans une maison de disques, je me suis dit, mais ça, c'est encore un modèle parfait pour créer quelque chose de à la fois contemporain, différent dans cette collection. Et puis, ils m'ont proposé de rencontrer Gringe. Et donc, on a fait cette rencontre très vite. Et alors là, comme dans un conte de fées, parce que Gringe a dit oui tout de suite. Et moi, j'ai travaillé ensuite avec lui d'un point de vue éditorial, au long cours, quasi quotidiennement, sur, je dirais, 4-5 mois. Marie m'a raconté par le menu la petite histoire et surtout la grande rencontre qui se cache derrière chacun des auteurs et autrices qu'elle a édités dans sa collection. Il y a celles et ceux qu'elle vient de citer, mais aussi Sophie Ringeau, Anne de Quinquelin, Karine Azan. J'aurais aimé vous faire écouter l'intégralité de ces récits,
Mais cet épisode se serait transformé en une saga en 4 saisons. J'ai donc posé à Marie une question piège. Que cherche-t-elle aujourd'hui en tant qu'éditrice ? Quel genre de manuscrit a le plus de chances de la séduire et de l'amener à dire oui ? C'est hyper dur comme question. Parce qu'en fait, j'ai pas envie trop de me dire ça. Parfois, j'y réfléchis, je me dis « Ah, tel sujet, ce serait bien en ce moment. » Mais en fait, non. Parce que je me rends compte que j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai plutôt envie qu'on vienne m'alpaguer avec un texte. Moi, j'en tire des conséquences et des fils rouges. C'est ça qui m'amuse. C'est toujours... c'est comme quand on rencontre quelqu'un du côté des sentiments amoureux ou de l'amitié. Mais cette personne face à 3 autres personnes, personne ne verra la même chose. Enfin, je sais pas comment dire, mais je compare quand même un amoureux à un livre, mais en tout cas, ouais, il y a un peu des similitudes. Donc, j'ai pas envie de donner une ligne fixe. Simplement, vraiment garder à l'esprit que pour traverser, l'histoire est certes centrale. Je veux qu'il y ait une dramaturgie et que ça puisse faire écho quand même à des questionnements au-delà d'une histoire. J'ai envie qu'une fois refermé le livre, ça puisse nous accompagner effectivement et peut-être pas répondre à des questions, mais en reformuler des nouvelles. Mais c'est pas au détriment de l'écriture. Voilà. J'ai juste envie de dire ça, je cherche pas une thématique particulière. À l'école Les Mots, un comité de lecteurs professionnels et d'écrivains sélectionne depuis l'été 2019 les manuscrits les plus aboutis, écrits par les participants des ateliers, pour les envoyer à des éditeurs et éditrices qui ont accepté ce partenariat. Marie a été l'une des premières à jouer le jeu. Dès que l'école l'a contactée, elle a immédiatement dit son impatience de découvrir les textes. Mais je me disais, mais c'est magnifique en fait, c'est vraiment un super moyen de rencontrer des jeunes auteurs et des jeunes autrices. D'univers, j'ai senti tout de suite assez différents. Enfin, j'aimais bien la manière dont c'était structuré. Je disais, peut-être en littérature, peut-être en noir. Enfin, il y avait plein d'ateliers et tout. J'aimais bien la façon dont étaient nommés les ateliers. Je me suis dit, c'est une manière de trouver un vivier d'auteurs. Et puis non, c'est la rencontre aussi. J'ai adoré l'énergie d'Élise Nebout, la manière dont elle avait de parler du lancement de son école, la vision qu'elle avait justement, pas académique, de la manière de créer un texte, d'arriver en littérature. En fait, ça me plaisait aussi. Et comme j'ai vraiment, même en étant chez HarperCollins, j'ai bien conscience que c'est une autre manière de faire de l'édition aussi, ça m'intéresse, moi, dès que je rencontre quelqu'un qui aborde le texte et les livres d'une manière que j'estime nouvelle. Et on peut reprocher plein de choses aux ateliers d'écriture. Aux États-Unis notamment, les ateliers d'écriture créent une sorte d'uniformisation des formats, des sujets, des traitements, etc. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi... ça s'apprend en fait. Je suis convaincue qu'on n'est pas touché par la grâce, mais que ça s'apprend. Et je crois au travail, au côté évidemment métier, artisanal, répétition, lecture, mais jusqu'à l'étouffement. Je pense qu'il faut jamais s'arrêter de lire. Et j'espère d'ailleurs que dans ces ateliers, on le répète bien aux élèves. J'ai pas encore trouvé l'auteur les mots, mais j'ai grand espoir que ça arrive. C'est normal d'ailleurs, je m'inquiète même pas. L'année dernière, la sélection qui avait été faite pour moi, tout n'était pas parfaitement en adéquation, mais ça c'est normal puisque c'était le début de la collection. Mais c'était proche de ce que j'aurais pu avoir envie de publier. J'ai pas publié parce que j'ai pas eu le coup de cœur absolu, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très bien orchestré et c'était la première. Donc j'attends la deuxième avec impatience. Message reçu, alors à vos carnets, à vos claviers, écrivez, l'école Les Mots et ses éditeurs partenaires se chargent du reste. Pour vous renseigner sur les prochains ateliers de l'école, rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast et aidez-nous à le faire connaître en laissant des pouces et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt! Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? En plein dans la caboche, oh je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression qui m'opprime, et lui apprendre en prime qu'avant de
pression. Il faut mâcher mes mots.